Vous allez le long de la gore de l'Athènes antique, admirer les colonnes en marbre et écouter les différents philosophiques, et soudain, vous remarquez ce que le sang devient dans les veines. La fille, pas plus âgée de 12 ans, enchaînée dans une chaîne, traîne vers le bâtiment, où ses cris sonneront pendant de nombreuses années. La Grèce antique nous a donné la démocratie, la philosophie et le fondement de la civilisation occidentale. Mais derrière les façades étincelantes en marbre et les réalisations intellectuelles, un système d'esclavage féminin était caché, si cruel que même sa description devient un test pour la psyché humaine. Ce que vous découvrez maintenant est basé sur des documents juridiques, des indications judiciaires et des découvertes archéologiques qui révèlent comment toute la civilisation a construit son puits sur la destruction systématique des destinations féminines. Ce ne sont pas des cas isolés ou des malentendus culturels. Il s'agissait d'une politique institutionnalisée qui a transformé les gens en propriété en direct, où la valeur d'une femme a été mesurée exclusivement par sa capacité à travailler et à fonctionner sexuelle. Ces pratiques n'étaient pas des écarts par rapport à la norme. Ils ont constitué les bases sur lesquelles la société grecque a lieu depuis des siècles. Avant de continuer, si vous êtes intéressé par les aspects cachés de l'histoire ancienne, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires où vous regardez. Il est étonnant que nous puissions ensemble explorer ces histoires oubliées de différentes parties du monde, unies par un désir commun de comprendre le passé, peu importe à quel point il peut être inconfortable. L'aspect le plus psychologiquement destructeur de l'esclavage féminin dans la Grèce antique était qu'il commençait même avant que les filles ne réussissent les premiers souvenirs. Les petits-enfants ont été achetés spécifiquement pour une formation sexuelle, souvent avant même d'être effectués pendant 5 ans. L'histoire de Nard donne une idée monstrueuse de la façon dont ce processus de culture systématique semblait que les réseaux de traite des êtres humains modernes sembleraient primitifs. Probablement, Nara est née à Corinthe, mais son origine n'a plus d'importance après qu'elle, abandonnée par un bébé, a été ramassée par une femme nommée Nicarette. Elle a immédiatement vu ce qui a promis d'énormes bénéfices, le potentiel d'une beauté future. Nicaretti a développé des compétences, ce qui semble être le résumé d'un vrai cauchemar. Elle savait comment déterminer quelles filles qui sont restées sans surveillance grandiront les femmes les plus attirantes. Et elle a développé un système d'éducation visant à maximiser leur valeur dans la société. Le processus était strictement systématique. Nicaretti a élevé cette fille dès son plus jeune âge dans une maison qui ressemblait à une famille ordinaire, tout en les préparant à la vie dans des conditions de dur usage. Elle les a appelées ses filles, créant l'apparition d'une structure familiale, ce qui lui a permis de compter sur les meilleures opportunités pour l'avenir. Le style de vie qu'elle a créé a été soigneusement pensé et sévère. Représentant les filles comme gratuites et non dépendantes, elle pourrait compter sur une évaluation plus élevée de leurs compétences et de leur comportement. Le processus d'éducation lui-même a montré la méthodologie de cette approche. Les enfants n'étaient pas seulement soumis à des difficultés aléatoires. Ils ont appris la musique, la danse, la communication et l'art du charme avec la même attention aux détails avec lesquels les enfants libres ont appris les mathématiques et la rhétorique. Mais cette éducation était un objectif principal. Chaque compétence était destinée à les préparer à la vie dans un système strictement structuré. La formation psychologique était aussi réfléchie que difficile. Les filles ont été élevées avec la conviction que leur rôle principal est de plaire aux autres et que leur valeur personnelle dépend de la capacité de correspondre aux attentes. Ils ont appris à concourir pour l'attention et l'approbation, ce qui a même influencé leurs relations entre eux. Lorsque les filles ont atteint l'adolescence, la prochaine étape de leur préparation à l'âge adulte a commencé. Nicaretti a donné à ses futurs gardiens la possibilité de choisir qui les accompagnerait dans la nouvelle phase de la vie, le plus souvent des gens des riches couches de la société, qui percevaient ce processus comme un élément de tradition et d'éducation. Les prix prélevés pour de telles transactions montrent l'échelle de ce système. Une nuit avec un esclave vierge pourrait coûter plus cher que la plupart des citoyens gratuits gagnés au cours d'une année entière. Après leur première vente, ces femmes ont été confrontées à l'avenir, où il n'y avait pas la moindre opportunité d'échapper ou d'améliorer leur position. Ils sont devenus pornées, la catégorie la plus basse de prostituées dans la société grecque, travaillant dans des maisons closes, où ils n'avaient aucun contrôle de leur corps, ni sur le revenu, ni sur leur propre vie. Les conditions dans lesquelles il existait rendent les discussions modernes sur le fonctionnement trop douces par rapport à la réalité.
Un bordel à travailler avec l'efficacité de toute autre entreprise. Les femmes devaient servir plusieurs clients quotidiennement, et tous les revenus sont allés à leurs propriétaires. L'énergie et le logement ont été fournis par un minimum, mais assez pour qu'ils fonctionnent comme une source de profit. La grossesse était strictement interdite, car elle a interféré avec leur accessibilité pour les clients. Les méthodes de protection étaient primitives et dangereuses, souvent activées sur des substances toxiques qui ont causé des dommages irréversibles au système reproducteur. Mais l'exploitation sexuelle n'était qu'une ligne d'horreur auquel ces femmes étaient confrontées. Le système juridique de la Grèce antique a créé une structure dans laquelle leurs abus étaient non seulement acceptables, mais aussi légalement protégés. Les esclaves des femmes existaient dans un état de mort juridique complète. Ils ne pouvaient pas posséder de biens, conclure des contrats ou témoigner devant le tribunal, sauf en vertu de la torture. La logique de la loi grecque était sadique. Lorsque les esclaves ont été appelés à témoigner, ils ont été étirés sur le rack et les ont battus avec un fouet pendant qu'ils ont montré leur témoignage. Les Grecs pensaient que les esclaves ne diraient la vérité que sous une pression extrême. Ainsi, la douleur est devenue une condition préalable à la participation au processus juridique. De nombreuses femmes sont mortes pendant ces interrogatoires. Leurs corps ont été littéralement détruits dans le processus d'extraction d'informations, qui ne pouvaient même pas être liées aux entreprises. La violence physique s'est propagée bien au-delà des frontières des procédures judiciaires et a pénétré dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les propriétaires avaient le droit légal de battre, stigmatiser et éclipser leurs esclaves sans aucune restriction, sauf qu'ils ne pouvaient pas les tuer directement. L'interdiction du meurtre n'était pas basée sur le respect de la vie humaine, mais pour une raison pratique. Les esclaves morts ne pouvaient pas générer de revenus. La marque était une pratique ordinaire pour l'identification et la punition. Les esclaves femelles étaient marqués par des symboles de fer chaud qui ont désigné leurs propriétaires et parfois leurs fonctions spécifiques dans la maison. Ces marques rappelaient constamment la propriété. Des cicatrices visibles garantissent qu'elles ne pourraient jamais se faire passer pour des femmes libres, même si elles parviennent à s'échapper. Les chaînes utilisées pour contenir des esclaves étaient destinées non seulement à la sécurité, mais aussi à l'intimidation psychologique. Des chaînes de fer lourdes sur les chevilles et les poignets ont rendu difficile d'utiliser le mouvement habituel et ont servi de rappel constant de l'impuissance. Certains esclaves portaient des chaînes plus légères qui ont permis de fonctionner, mais ont empêché l'évasion, tandis que d'autres étaient maintenus dans des sous-sols lorsqu'ils ne servaient pas les propriétaires. La normalisation de cette violence est peut-être le côté le plus effrayant de l'ensemble du système. La littérature grecque mentionne calmement les coups d'esclaves en tant que technique de gestion des maisons conventionnelles. Les philosophes, comme Aristote, ont écrit en détail les méthodes correctes de surveillance du comportement des esclaves par la punition corporelle, considérant la souffrance humaine comme un problème technique nécessitant des solutions systémiques. Déostin, l'un des locuteurs les plus célèbres d'Athènes, a prouvé au tribunal que la punition corporelle est non seulement autorisée aux esclaves, mais aussi nécessaire pour maintenir l'ordre public. Il a déclaré que le corps de l'esclave est responsable de toute l'inconduite, tandis que la punition corporelle devrait être une mesure extrême pour les citoyens libres. Ce n'était pas une rhétorique controversée conçue pour choquer le public. C'était une logique juridique dominante, reflétant des valeurs sociales largement acceptées. L'échelle de l'esclavage féminine dans la Grèce antique a frappé toute norme historique. Les données archéologiques montrent que les esclaves variaient de 20 à 30% de la population dans les grandes villes, comme Athènes, tandis que les femmes et les enfants ont constitué une partie importante de cette main-d'œuvre esclave. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre ou des criminels purgeant une peine. C'étaient des gens, achetés et vendus comme du bétail sur les marchés qui fonctionnaient ouvertement dans le monde grec. Les esclaves eux-mêmes ont travaillé avec l'efficacité des échanges de produits de base modernes. Les femmes étaient classées par âge, apparence, compétences et expérience sexuelle, tandis que les prix variaient en fonction de la demande et de l'offre. Les marchands se sont spécialisés dans différents types d'esclaves, certains se concentrent exclusivement sur les jeunes femmes destinées à l'exploitation sexuelle. L'entreprise était si rentable que les Grecs riches ont investi dans le commerce des esclaves de la même manière que les investisseurs modernes achètent des actions ou des biens immobiliers. Le processus d'achat lui-même révèle la déshumanisation calculée sous-jacente à la société grecque. Les acheteurs potentiels ont examiné les esclaves comme des bovins sur le marché.
Ils ont vérifié leurs dents pour la santé, examiné les corps des cicatrices ou des déformations et testé leurs réactions aux équipes. Les femmes ont été forcées de démontrer leur corps devant une foule d'hommes qui ont discuté de leurs données physiques aussi ouvertement qu'ils ont évalué un cheval ou un taureau. Les esclaves les plus précieux étaient ceux qui pouvaient remplir plusieurs fonctions dans la maison. Une femme qui a pu cuisiner, nettoyer, tisser et satisfaire le propriétaire a coûté sexuellement plus cher que celui qui avait des compétences limitées. Cette logique économique a créé un véritable cauchemar d'universalité, où les femmes étaient censées maîtriser les arts domestiques ainsi que les compétences sexuelles, sachant que l'insuffisance dans n'importe quel domaine pourrait conduire à la vente dans les pires conditions. Les esclaves de reproduction ont ajouté une autre couche d'horreur à ce système. Certains Grecs riches ont réussi qu'il ne peut être décrit que comme des programmes de propagation humaine, en choisissant des esclaves féminines avec des caractéristiques souhaitées et en les forçant à entreprendre des relations avec des hommes travailleurs sélectionnés pour leurs caractéristiques complémentaires. Les enfants nés de ces syndicats appartenaient complètement aux propriétaires qui pourraient les vendre, les tuer ou les éduquer à des fins spécifiques à l'intérieur de la maison. Les femmes qui sont tombées enceintes ont fait face à un choix impossible qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Les propriétaires ont généralement forcé l'avortement en utilisant des méthodes primitives et dangereuses, car la grossesse a interféré avec l'utilité d'une femme pour le travail et les services sexuels. Ces procédures comprenaient des herbes toxiques, des traumatismes physiques et des instruments grossiers, ce qui a souvent entraîné des dommages constants ou une mort. Si les enfants étaient autorisés à naître, ils ont été immédiatement séparés de leur mère. Il est interdit aux femmes de former des liens émotionnels avec leurs enfants, qui étaient considérés comme la propriété de la maison, et non leurs enfants. Les mères, montrant un attachement excessif à leurs enfants, ont fait face à des sanctions cruelles visant à rompre ces liens naturels. La destruction systématique d'esclaves indésirables révèle la pauvreté morale complète de ce système. Les roches pour nourrissons sont régulièrement morts des effets du froid, de la sortie ou du meurtre direct, si les propriétaires les considéraient économiquement peu prometteurs. Les enfants des femmes étaient particulièrement vulnérables, car ils étaient considérés comme moins précieux que les garçons pour la plupart des formes de travail. La société grecque a développé des excuses complexes pour ces pratiques, permettant aux citoyens libres de participer à des atrocités systématiques, sans remettre en question leur propre caractère moral. Les philosophes, comme Aristote, ont fait valoir que certaines personnes sont nées par la nature des esclaves et que leur nature inférieure rend l'esclavage utile à la fois pour l'esclave et le propriétaire. Ce cadre intellectuel a assuré une justification pratique des pratiques que tout observateur moderne reconnaîtrait les crimes contre l'humanité. La dimension religieuse de l'esclavage a ajouté une torture spirituelle à la violence physique et psychologique. Les femmes rabbis ont été obligées de participer à des cérémonies religieuses à domicile qui ont glorifié le système lui-même qui les a asservies. Ils ont dû verser du vin pour des libations en l'honneur des dieux, qui auraient autorisé leur esclavage, servent en vacances qui ont célébré la prospérité de leurs propriétaires, construites sur leurs souffrances et soutiennent les sanctuaires dédiés aux divinités, qui ne leur offraient ni protection ni espoir. L'aspect le plus destructeur de la participation religieuse a été la façon dont ils déformaient la connexion spirituelle des esclaves avec toute source de confort. Ils ne pouvaient pas se tourner vers les dieux pour justice ou liberté, car ces mêmes dieux étaient représentés par les partisans du système d'esclavage. Cette isolation spirituelle a aggravé leur asservissement physique, les laissant sans possibilité d'une intervention divine ou d'une justice posthume. Le réseau économique qui a soutenu l'esclavage des femmes s'est étendu à travers la Méditerranée, créant le commerce international de souffrances humaines, qui a éclipsé la majorité du commerce juridique. Les navires transportaient régulièrement les marchandises des femmes réduites en esclavage entre les villes grecques, et les commerçants spécialisés ont été enregistrés auprès de personnes de la même manière que les commerçants stockés de céramique ou de céréales. Le profit de ce commerce a financé de nombreuses réalisations culturelles que nous associons à la civilisation grecque. Les écoles philosophiques, les productions théâtrales qui ont déterminé la culture classique, ont été construites sur une richesse extraite du travail des esclaves, y compris l'exploitation sexuelle d'innombrables femmes, dont les noms sont perdus à jamais par l'histoire. La documentation de ces pratiques a été conservée avec une minutie anxieuse, car les Grecs étaient des gardiens scrupuleux des dossiers et n'ont rien vu de honte dans leurs actions.
Ce cadre intellectuel a assuré une justification pratique des pratiques que tout observateur moderne reconnaîtrait les crimes contre l'humanité. La dimension religieuse de l'esclavage a ajouté une torture spirituelle à la violence physique et psychologique. Les femmes rabbis ont été obligées de participer à des cérémonies religieuses à domicile qui ont glorifié le système lui-même qui les a asservies. Ils ont dû verser du vin pour des libations en l'honneur des dieux, qui auraient autorisé leur esclavage, servent en vacances qui ont célébré la prospérité de leurs propriétaires, construites sur leurs souffrances et soutiennent les sanctuaires dédiés aux divinités, qui ne leur offraient ni protection ni espoir. L'aspect le plus destructeur de la participation religieuse a été la façon dont ils déformaient la connexion spirituelle des esclaves avec toute source de confort. Ils ne pouvaient pas se tourner vers les dieux pour justice ou liberté, car ces mêmes dieux étaient représentés par les partisans du système d'esclavage. Cette isolation spirituelle a aggravé leur asservissement physique, les laissant sans possibilité d'une intervention divine ou d'une justice posthume. Le réseau économique qui a soutenu l'esclavage des femmes s'est étendu à travers la Méditerranée, créant le commerce international de souffrances humaines, qui a éclipsé la majorité du commerce juridique. Les navires transportaient régulièrement les marchandises des femmes réduites en esclavage entre les villes grecques, et les commerçants spécialisés ont été enregistrés auprès de personnes de la même manière que les commerçants stockés de céramique ou de céréales. Le profit de ce commerce a financé de nombreuses réalisations culturelles que nous associons à la civilisation grecque. Les Platonov de l'Académie, les écoles philosophiques, les productions théâtrales, qui ont déterminé la culture classique, ont été construites sur une richesse extraite du travail des esclaves, y compris l'exploitation sexuelle d'innombrables femmes, dont les noms sont perdus à jamais par l'histoire. La documentation de ces pratiques a été conservée avec une minutie anxieuse, car les Grecs étaient des gardiens scrupuleux des dossiers et n'ont rien vu de honte dans leurs actions. Les contrats juridiques pour l'achat de la rage féminine, les rapports économiques reflétant les coûts de maintien des femmes réduites en esclavage et les affaires judiciaires liées aux désaccords concernant la propriété des esclaves sont conservés dans les archives, fournissant des preuves indéniables d'un fonctionnement systématique qui existait pendant des siècles. Peut-être le plus terrifiant, à quelle profondeur ce système a déformé les sentiments moraux d'une société grecque libre. Les femmes qui se sont échappées de l'esclavage ou ont reçu la liberté étaient dans un monde où leur ancienne souffrance était considérée comme naturelle et nécessaire. Les femmes grecques libres, malgré leurs propres droits limités, ont souvent participé à des abus concernant les esclaves, considérant leur position privilégiée en fonction de la maintenance d'un système qui opprime brutalement les autres. La normalisation de la violence sexuelle contre les femmes esclaves a créé une culture dans laquelle le viol était perçu comme un crime contre les biens, et non comme une violation de la dignité humaine. Les propriétaires qui ont commis des violences sexuelles contre leurs esclaves n'étaient pas légaux, car ils ont simplement utilisé leurs biens. Le concept de consentement dans le système juridique, qui ne reconnaît pas les esclaves capables de donner ou de refuser de résoudre quoi que ce soit, n'a pas été dénué de sens. Cette dépersonnalisation systématique couvrait tous les aspects de la vie quotidienne. Les femmes enthousiastes ne pouvaient pas choisir leur propre nom, sélectionner des vêtements, décider quand manger soit pour dormir ou prendre des décisions concernant leur corps et leur temps. Ils existaient dans un état de subordination complète, transformés en instruments de vie en chair et en sang au lieu de bois ou de métal. Les méthodes psychologiques utilisées pour détruire l'esprit des femmes réduites en esclavage étaient aussi sophistiquées que les programmes de rinçage du cerveau moderne. De nouveaux esclaves ont eu lieu des procédures systématiques conçues pour détruire leur identité individuelle et la remplacer par une soumission complète à la volonté du propriétaire. Ils ont reçu de nouveaux noms, interdits de parler leur langue maternelle et punis pour tout comportement qui indiquait une pensée ou des émotions indépendantes. L'échelle et la cruauté de l'esclavage féminine dans la Grèce antique remettent en question nos idées habituelles sur les fondements fondamentaux de la civilisation occidentale. Les méthodes utilisées pour maintenir le contrôle psychologique révèlent une cruauté réfléchie sous-jacente à la société grecque. Les femmes enthousiastes, montrant des signes de résistance, ont rencontré des punitions destinées non seulement à provoquer des douleurs, mais aussi à servir d'avertissement à d'autres esclaves. Les coups publics étaient courants. Les esclaves ont été contraints d'observer la torture de leurs compagnons comme un rappel de leur propre vulnérabilité. Les méthodes d'isolement étaient particulièrement destructrices. Les esclaves vilains étaient souvent séparés des autres et ont été maintenus en emprisonnement solitaire pendant des semaines ou des mois, dépourvus de contact humain,
sauf en cas d'utilisation du travail ou des services sexuels. Cette privation sociale a brisé de nombreuses femmes plus efficaces que la violence physique, les transformant en humbles ombres d'eux-mêmes. Les propriétaires ont utilisé des récompenses et des punitions complexes, créant des hiérarchies artificielles chez les femmes réduites en esclavage. Ceux qui ont montré une subordination complète pouvaient recevoir un peu mieux, créant des incitations pour les esclaves pour surveiller le comportement des autres et faire rapport sur tout signe de désobéissance. Ce système a rendu les victimes les uns contre les autres, empêchant la formation de connexions qui pourraient conduire à une résistance collective. L'exploitation sexuelle des femmes esclaves est allée au-delà des maisons individuelles et s'est étendue aux réseaux organisés de prostitution, opérant dans le monde grec. Ces entreprises fonctionnaient avec une efficacité commerciale qui pourrait impressionner l'analyse commerciale moderne, notamment des tarifs standardisés, des mesures de contrôle de la qualité et des protocoles de satisfaction des clients qui ont transformé la sexualité humaine en transaction mécanique. Les établissements d'enseignement pour les femmes destinées à l'exploitation sexuelle ont travaillé comme écoles spécialisées, où les jeunes femmes maîtrisent les techniques visant à maximiser leur valeur pour les clients. Ils ont étudié les préférences de diverses catégories de clients, mémorisé des scénarios pour diverses situations et élaboré le comportement qui a contribué aux commandes répétées. Le programme était complet et terrible, couvrant tout, des techniques physiques aux méthodes de manipulation psychologique. Un traitement cruel systématique des femmes esclaves dans la Grèce antique montre comment les civilisations peuvent créer des excuses complexes pour les crimes les plus dégoûtants contre l'humanité. Ces femmes, durables souffrants, ont construit des temples en marbre que nous admirons aujourd'hui. Leurs vies volées ont été financées par des écoles philosophiques, affirmant qu'ils recherchent la vérité et la justice. La preuve de ceci est conservée dans les archives de la Grèce, soigneusement documentées par la société, qui n'a rien vu de répréhensible pour transformer les gens en objets commerciaux. Comprendre cette histoire ne signifie pas la condamnation de la Grèce moderne ou le déni des réalisations de l'Antiquité. Il s'agit de reconnaître la facilité avec laquelle les sociétés entières peuvent devenir des complices en déshumanisation systématique, si cela sert d'intérêts économiques ou sociaux. Les voix de ces femmes réduites en esclavage ont été principalement noyées par l'histoire, mais leur histoire doit être entendue comme un rappel que les plus grands monuments de civilisation sont souvent sur la base d'une cruauté impensable.